On s'occupe ici du service après-vente de l'actualité revisitée sous toutes les coutures. Je reçois pour ce Club Média 7 Francis Eloge Attadé, analyste politique. Francis Eloge Attadé, bonsoir. Bonsoir Lénaïque. Augustin Sodinou, analyste politique, orateur, devrait être avec nous, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La charpente de l'émission ne change pas. Nous ouvrons avec la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Le chef de file de l'opposition, on le connaît aujourd'hui. Beaucoup se demandaient si avec le changement intervenu au premier congrès ordinaire du parti d'opposition Les Démocrates, Boni Yayi, aujourd'hui à la tête de cette formation politique, serait le chef de file de l'opposition. Mais l'opinion publique est éclairée sur le sujet par le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement. Sa réponse est sans embâche. Pour Wilfried Léandre Mbedji, Éric Hundété est toujours chef de file de l'opposition. Jusqu'à nouvel ordre, il y a un décret qui a été pris pour nommer M. Hundété. Maintenant, le parti peut signaler le changement de ses organes en nous disant qu'il faut que ce soit le président Boni Yayi ou bien on demande qu'on maintienne la même personne. Sinon, aujourd'hui, c'est M. Hundété, aurait-il clarifié. Alors qu'il y a un moment, Éric Hundété se disait surpris de la nouvelle de sa nomination, déclare Gaskiani Info dans sa parution. Quartier culturel et créatif de Cotonou, on en sait un peu plus sur le projet. Ce sera l'une des principales attractions culturelles, sinon le cœur de la culture à Cotonou, affirme La Nation. Le projet, à la fin, va positionner la métropole béninoise en ville créative, centre névralgique d'une économie de la création incontournable sur la carte du circuit artistique international, écosystème de création et de services artistiques dans la zone de la friche industrielle et ferroviaire de l'ex-organisation commune Bénin-Niger, OCBN. C'est donc un point de convergence d'espaces dédiés à l'innovation, à la création, à la diffusion, à la consommation culturelle, à la commercialisation d'œuvres culturelles et artistiques, décrit le quotidien de service public. Autre chose que nous apprend ce journal sur le projet qui absorbe bientôt l'Institut français de Cotonou. Dans son architecture, cette infrastructure majeure en gestation à Cotonou est pensée comme un cluster autour de l'économie culturelle. Sa structuration intègre une logique de synergie spatiale et fonctionnelle, alliant des espaces de création artistique, de rencontres et d'échanges entre les acteurs du monde de l'art et les publics de diffusion et de consommation culturelle. Selon les prévisions, le quartier culturel et créatif de Cotonou sera érigé sur une superficie de 12 hectares, 53 arts, 11 centiares. 14 grands bâtiments ou entités s'y retrouvent, rapporte La Nation, qui nous offre une vue partielle de la maquette du quartier culturel et créatif. Le QCC disposera aussi d'un pôle dédié aux loisirs et au divertissement. Il sera fait d'une panoplie d'activités ludiques autour des industries culturelles et créatives. Entre autres, il y aura les jeux vidéo, les expériences de réalité virtuelle, le cinéma 4D, des salles de jeux, le night club en rooftop, le bowling, des espaces billard et le tout premier complexe de cinéma du Bénin à la pointe des technologies de son et de l'image. Tout ceci avec des salles pouvant accueillir des projections de films et des performances de spectacles vivants. Le pôle bureau et espace de coworking et celui des restaurants sont les autres espaces qui contribueront à faire du QCC un cadre exclusif dans la sous-région pour la valorisation de l'art et la culture. Au Nigeria, un tir de drone de l'armée tue 85 civils par erreur, observe BFM TV. Des sources officielles ont également confirmé ce bombardement sans donner de chiffres sur les victimes. Le président Bola Ahmed Tinubu ordonne ce mardi l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ces drones visant des groupes armés avait accidentellement frappé le village de Tondumbiri. L'Agence nationale de gestion des urgences a précisé que 66 autres personnes étaient prises en charge à l'hôpital, mais que les responsables des urgences négociaient toujours avec les chefs de la communauté pour apaiser les tensions et pouvoir se rendre au village. Le président Tinubu qualifie l'incident de très malheureux, troublant et douloureux et exprime son indignation et son chagrin face à la perte tragique de vie nigériane, a déclaré la présidence dans un communiqué relayé par des médias locaux et Le Parisien. La majorité des victimes étaient des femmes et des enfants, a indiqué un habitant, Hassan Marouf. Le mal est fait. On fait quoi maintenant, s'interroge le pays, confrère du Faso. Déjà par le passé, des civils ont été victimes des bombardements de l'armée nigériane, rappelle l'ensemble des médias. En septembre 2021, au moins 20 pêcheurs ont été tués et plusieurs autres blessés également par erreur lors d'un bombardement militaire contre des djihadistes dans la région de Kouattar d'Aban, Massara, sur le lac Tchad.
En juillet 2019, 13 civils ont été tués par une frappe aérienne dans le village de Gajigana, à 50 km de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du pays, alors qu'ils visaient des djihadistes en fuite après l'attaque d'une base voisine. 2 ans avant, en janvier 2017, au moins 112 personnes ont été tuées lorsqu'un avion de chasse a frappé un camp abritant 40 000 personnes déplacées par les violences des djihadistes dans la ville de Ran, près de la frontière avec le Cameroun. En Mauritanie, triste fin d'année pour l'ancien président. Mohamed Ould Abdelaziz était jugé depuis janvier pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune, affirme Africa News. Comme ses co-accusés, dont 2 ex-premiers ministres, le général Mohamed Ould Abdelaziz, qui se serait constitué un trésor de guerre de 67 millions d'euros, a été jugé pour plusieurs chefs d'inculpation, tous écartés au finish pour ne retenir que ceux d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. S'il a échappé aux 20 ans de prison ferme requis par le procureur, l'ancien président mauritanien à la barre depuis le mois de janvier ramasse tout de même 5 ans ferme à lui coller par une cour dont le jugement pourrait donner du gré à moudre aux avocats du condamné, rapporte le pays. Ces 2 anciens premiers ministres, Mohamed Salem Ould Béchir et Yahya Ould Ademine, ainsi que son ancien ministre de pétrole, Taleb Ould Abdival, ont quant à eux été relaxés. Ces 8 co-accusés, dont son gendre, Mohamed Ould Msabou, ont écopé de peine avec sursis ainsi que de la confiscation de leurs biens et de leurs droits civiques, constate Jeune Afrique. Celui qui a quitté le pouvoir en 2019 après 10 ans de règne a dénoncé un complot visant à l'éloigner de la scène politique, indique Africa News. Au Sahel, le G5 passe désormais au G2. Seuls le Tchad et la Mauritanie sont désormais membres de cette organisation qui semble vouée à disparaître. Après le Mali en 2022, ce sont le Niger et le Burkina Faso qui ont décidé de quitter le G5 Sahel, désormais réduit à 2 États membres, la Mauritanie et le Tchad. Cette organisation avait été créée en 2014 par ces 5 États sahéliens pour lutter notamment contre le terrorisme. Ce qui devrait arriver arriva, soupire Ouakat Sira au Burkina Faso, tandis que Mouria Niger considère de toute façon que le G5 Sahel était une organisation mornée. On avait même renchéri l'observateur Palga, oublié son existence. Finalement, ironise le journal, le Burkina Faso et le Niger ont redonné du souffle à ce groupe, nous ont rappelé qu'ils vivaient toujours en le quittant. Pourtant, les ambitions étaient là, mutualiser les moyens humains, logistiques et financiers et les renseignements pour venir à bout de l'hydre terroriste, sans oublier un volet social et économique. Jeune Afrique va parler d'un partenariat dévoyé et infantilisant. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle, poursuivent-ils. Ils affirment avoir pris une responsabilité historique en quittant une organisation qui saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. En 2022, le monde avertissait déjà que le retrait du Mali signe de facto la mort du G5 Sahel. C'est depuis mai 2022 que le Mali d'Assimi Goïta avait quitté le G5 Sahel, invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Et voilà le décor qui est planté. Nous allons donc maintenant procéder aux analyses, au décryptage de l'actualité nationale. C'est dans la 2e rubrique de l'émission 7 jours au Bénin. Francis Elojatade, vous avez suivi l'actualité au cours de la semaine. Le Nigeria et le Bénin personnifiés vivifient leurs liens de coopération, notamment économique. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est rendu chez son homologue nigérien Bola Tinubu. Il est revenu avec une moisson assez abondante. Il s'agit de la levée des restrictions sur plusieurs produits, 43 produits au total qui étaient interdits d'exportation vers le géant de l'Est.
Je crois que c'est salutaire. Il faut remercier le chef d'État qui, de par son leadership, permet évidemment de dynamiser à nouveau la coopération qui existe entre les deux capitales ouest-africaines, c'est-à-dire Abuja et Cotonou. Et je crois que ces restrictions pénalisaient plus ou moins les opérateurs et puis bon nombre de personnes, y compris l'économie nationale. Et cette activité majeure que le chef d'État a menée avec son homologue Tinubu vient un peu comme pour donner un nouveau souffle à la diplomatie économique que nous avions mise en chantier et qui est très cher au chef de l'État. Je crois évidemment que les relations qui existent entre le Nigeria et le Bénin viennent de prendre encore un nouvel envol. Il faut les inscrire à nouveau dans un renouveau. C'est un renouveau et puis dans un nouvel esprit de coopération, puisque après l'administration Buhari, il y a l'administration Tinubu maintenant qui offre des opportunités. Vous savez que le chef de l'État a dit que lui, il est comme un chien renifleur, il sait sentir l'argent. Donc, par conséquent, il y a des opportunités qui peuvent générer de l'argent, il les saisit pour offrir des possibilités à l'économie nationale. Il est toujours à la quête de nouveaux marchés, à la quête des opportunités qui peuvent booster le développement du pays. Oui, parce qu'il a des défis majeurs à relever. Il veut rentrer dans l'histoire et par conséquent, il se doit de multiplier les actions qui permettront évidemment d'inscrire le Bénin non seulement dans le Conseil des Nations africaine qui gagne, parce que l'économie béninoise doit être une économie puissante dans la sous-région, mais aussi au-delà du continent africain. Et je crois que du point de vue de la diplomatie, vous avez vu qu'il a toujours eu un regard très bienveillant depuis que Tinubu a accédé au pouvoir. Je crois qu'ils sont un tandem, une complicité. On va y revenir. Il est question des produits alimentaires, des textiles, des produits cosmétiques et de certains produits industriels. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un véritable renouveau de la coopération entre les deux pays, synonyme d'une volonté commune de faire autrement les choses. Je crois que le corridor va bien fonctionner. Et puis, il n'y a qu'à l'intérieur des produits, enfin, de la gamme des produits. Vous avez vu qu'il y a le CIMA. Vous connaissez bien l'histoire du CIMA, les relations qui existaient entre le Bénin et le Nigeria. Donc, ça vient en fait certifier la coopération, dynamiser en fait la synergie qui doit exister entre les économies, mais aussi permettre aux deux nations d'aller vers un développement naturel et réel. Et je veux peut-être saluer le chef de l'État et dire que le souci qui l'anime, ce souci peut être mieux encadré si on arrivait à revoir l'ossature du ministère des Affaires étrangères. Je souhaite vivement, s'il est à l'écoute, qu'il sache qu'évidemment, il faut que le portefeuille de la coopération revienne au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi proposez-vous cette formule? Oui, parce que je me suis dit que nous avons un grand géant, en fait. Le Nigeria, ça fait 250 millions d'habitants. Et vous savez que nous avons 700 km de frontière avec le Nigeria. Il lui était intéressant que nous puissions dédier même un ministère au Nigeria. Comme on ne l'a pas fait... Dédier un ministère au Nigeria, Francis Toloyatade, c'est marous. Dédier un ministère à un pays, quand même. Non, mais il faut voir les opportunités et les évaluer, en fait. Les ministères que nous en fait, établissons, c'est en fonction de la vision que nous avons de l'État. Qu'est-ce que nous voulons? Une intégration dans la zone ouest-africaine, mais aussi saisir les opportunités qu'offre le Nigeria. Alors, à défaut d'avoir un ministère, il faut quand même avoir un secrétaire d'État dédié à la coopération avec le Nigeria et qui doit aussi actionner le levier de l'intégration pour que nous puissions aller à une véritable intégration. Vous savez que l'intégration, les accords sont là, mais on n'a pas donné corps à ces accords. Au point qu'aujourd'hui, on en parle si précisément, un peu comme si ça ne pourrait jamais se réaliser. Il faut que les chefs d'État travaillent à la véritable intégration dans la zone ouest-africaine pour que l'espace communautaire, évidemment, se consolide. Sinon, vous savez que les petites agitations politiques ont pratiquement fissuré les liens. Or, il faut que l'Afrique travaille, y compris les États, pour que les économies permettent d'avoir les ressources qui pourront offrir le bien-être recherché aux citoyens. Alors, par rapport à ce que vous proposez, c'est pour mieux activer la diplomatie économique que le volet coopération a été ramené dans le giron du ministère de l'économie et des finances. Je trouve un peu plus cohérent que en fait, la coopération revienne, en fait, qu'on réhabilite le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, mais qu'on mette l'accent sur l'intégration économique. Vous savez évidemment que le Nigeria reste et demeure après tout une passe au porté. J'ai regretté par exemple dans la gamme des produits de ne pas avoir le manioc. Et vous savez évidemment que c'est un vaste marché de consommation de manioc. Je souhaite vivement que... Qui parle de manioc parle du gari. Mais je souhaite vivement qu'on puisse poursuivre, évidemment. C'est sûr qu'il y aura une extension vers d'autres produits. Oui, parce qu'il y a un comité technique interministériel qui sera mis en place pour faire le suivi. Je crois que je suggère que les produits qui n'ont pas fait l'objet des débats entre les deux chefs d'État et leurs assistants et leurs collaborateurs, que ces produits, évidemment, soient portés
parce que le Bénin produit du manioc, et vous savez que depuis Kédéco, ça devait être un des leviers importants de la dynamisation de la coopération entre le Nigeria et le Bénin, pour que le Bénin puisse tirer le meilleur profit du marché, du vaste marché de plus de 50 millions d'habitants que constitue le Nigeria. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux hommes d'État, ces deux chefs d'État montrent leur attachement à la concrétisation d'un principe souvent vainement cité, la libre circulation des personnes et des biens. Oui, vous savez évidemment que la libre circulation des personnes et des biens s'inscrit comme un des principes majeurs de la vie communautaire. Et en principe, on ne devrait pas bloquer les barrières, il faut faciliter évidemment la circulation des personnes et des biens. Mais on le dit, mais dans le constat, on sent que ça ne se passe pas ainsi. C'est pourquoi il faut travailler pour qu'il y ait des législatures, en fait, nos législations puissent intégrer ça, et que dans le cas des accords que nous signons, que ce soit des accords consolidés par les législatures qui existent dans les différents pays, pour que ça puisse s'inscrire dans la durée. Parce que si le président Talon n'était pas là en 2026 et que Bola Tinubu finissait aussi son mandat et que d'autres leaders venaient au pouvoir, il ne faut pas qu'il balaie du revers de la main ce qui a été fait. Parce qu'il faut inscrire ce que nous faisons dans la durée pour que nous puissions engranger les succès. Maintenant, protéger aussi les intérêts des deux pays à la fois. Et surtout, la grosse question que les deux pays soulèvent, c'est la question de la contrebande. Vous savez que le Bénin, pendant longtemps, a été taxé de pays spécialistes de la réexportation des produits. Or, on ne peut pas faire une économie dynamique, construire une économie prospère sur la réexportation. Il faut actionner le levier pour que nous puissions produire. Il faut trouver le mécanisme, l'attelage efficient entre la production agricole, l'installation des industries, pour que l'industrie porte en fait la croissance économique. Parce que, en fait, vous savez que c'est l'industrie qui offre les opportunités aux économies d'avoir l'oxygène qu'il faut. Malheureusement, c'est que nos économies sont des économies primaires. Nous travaillons beaucoup plus à produire les matières premières, mais nous n'avions pas mis l'accent. L'architecture coloniale ne nous a pas permis de mettre comme priorité l'industrie qui aurait pu engendrer des dynamiques nouvelles, notamment sur le commerce, parce que le commerce en fait et les services qui offrent après les dividendes que nous recherchons. Donc il faut faire en sorte que le pôle industriel soit un pôle développé et mettant l'accent sur le textile. Je crois que le Bénin est en train de faire des prouesses qu'il faut saluer, et à ce titre, il est normal que nous puissions continuer la coopération avec le Nigeria, qu'on trouve les opportunités et que la diplomatie active du chef de l'État puisse permettre de louer davantage de produits afin que le Bénin puisse tirer meilleur profit de la proximité avec ce partenaire géant. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, en ce qui concerne la question relative à la contrebande, Patrice Talon a promis de sauvegarder, de protéger les intérêts du Nigeria dans cette dynamique d'intégration des deux économies nationales. C'est une préoccupation majeure pour le président nigérien, parce qu'il sait que un des gros griefs qu'on avait contre les opérateurs béninois, c'était la contrebande. Et si on peut trouver les mesures, les mécanismes pour contrer la contrebande et permettre de protéger les intérêts nigériens et notamment les intérêts béninois, je crois que les deux pays vont fonctionner comme ils aiment le dire, les chefs d'État, comme des frères siamois. Parce que l'idéal serait que la complicité qui existe, la connivence qui existe entre les deux chefs d'État, parce que vous savez qu'après tout, c'est des opérateurs économiques. Donc ils ont une dimension donnée, ils ont une vision, ils ont un regard, ils ont une expérience qu'ils veulent mettre au service de l'activité politique. Donc ils ne sont pas politiques de souche, mais ils ont trouvé l'espace pour pouvoir donner en fait l'expérience acquise, donner du sang neuf à la politique pour qu'on montre qu'on peut faire du développement avec les opérateurs économiques. Et cette fois-ci, il faut dire que le souci majeur, c'est mettre l'accent sur l'économie qui doit permettre d'atteindre les niveaux de développement requis afin que le bien-être soit partagé. Et il faut souhaiter que les deux présidents, dans leur rapport, puissent trouver les mécanismes afin que, vous avez vu que les douanes maintenant s'entendent entre les deux États. Il faut trouver ces mécanismes pour que, entre les ministres, tout se passe bien, de sorte qu'on ait des paliers de négociation pour qu'on puisse consolider ces relations qui ont repris entre le Bénin et le Nigeria après les périodes de somnolence. Deux hommes d'affaires qui président aux destinées de leurs pays respectifs. Assurément, c'est la même démarche, c'est la même vision, c'est le même regard sur plusieurs sujets et c'est pour le bonheur des deux peuples. Oui, mais ils ont des convergences de point de vue et c'est ça qu'il faut saluer. Et partout, ils se sont vus, que ce soit à Paris ou que ce soit dans les réunions de la CEDEAO
ou plusieurs fois au Nigeria. Je crois que, et même à l'occasion de la récente visite du président Tinubu ici au Bénin, accompagné de l'homme d'affaires. Du 1er août. Oui, accompagné de l'homme d'affaires Dangote. Vous avez vu que les échanges étaient fructueux, des échanges conviviaux. Bon, donc ça donne l'impression que voilà deux hommes d'État qui ont la même dynamique, la même vision et qui ont le souci de faire en sorte que nos deux États puissent gagner dans la coopération. Entre Bola Tinubu et Patrice Talon, c'est la lune de miel. Les deux filent le parfait amour après des relations très tendues avec le régime Buhari. Non, mais ce n'est pas bien grave. Dans la vie des nations, il y a toujours des périodes de turbulence. Et je crois que maintenant, on va à la stabilisation de nos relations avec le Nigeria. Et il faut encourager cette dynamique qui a repris. Donc, ce que je vois, c'est l'esprit nouveau avec lequel le chef d'État aborde le Nigeria. Vous savez que la coopération avec l'administration Buhari a été difficile et le Bénin a développé une résilience. Maintenant, je crois que nous avons des facilités compte tenu du nouvel acteur qui est venu au pouvoir, en fait, du président Bola Tinubu. Je crois que le tandem Tinubu-Talon permettra d'aller vers des niveaux plus élevés en termes de développement économique des deux nations. Alors, il faut dire que c'est une rencontre qui intervient à quelques jours d'une autre rencontre, celle de la CEDEAO. Oui, mais ça leur permet déjà de discuter des questions, parce que ça a été un travail, des questions de convergence entre les États et afin de porter au mieux les causes qui sont communes. Parce que c'est dans les relations bilatérales qu'on peut aller dans le multilatéral. Donc je crois que les deux nations ont des complicités qui permettront de jouer sur la carte de la CEDEAO, de sorte que la CEDEAO puisse gagner davantage par l'expertise de ces deux hommes. Parce qu'il y a la question liée à la libre circulation des personnes et des biens. C'est une question préoccupante. Et il faut qu'on accélère ça. Je crois qu'ils sont d'accord tous qu'il y a un retard à ce niveau. Mais il faut lever maintenant les goulots d'étranglement pour que ce soit une réalité. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas possible qu'on vienne loger. Encore que la concurrence internationale est telle que les produits chinois, les produits turcs, les produits envahissent et les produits africains, il n'y a pas le commerce intra-africain et inter-africain. Comment est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions faciliter à travers les règles de commerce que nous mettons en place là, la circulation de nos produits, mais aussi des personnes et des biens. Même si officiellement on n'en a pas parlé, c'est ce que les deux auraient abordé encore le cas Bazoum. Ah, certainement, parce que vous savez que le Nigeria a fait plusieurs fois injonction pour qu'on puisse libérer Bazoum. Ce qui est attendu, c'est que les autorités militaires au Niger finissent par comprendre le langage de la communauté internationale, parce que c'est assez clair que Bazoum n'avait pas les mains aussi propres. Donc, au vu de tout ce qui est passé, il faut quand même apprendre à pardonner pour que le Niger retrouve son chemin de développement. Parce qu'ils ont un agenda à dérouler. Il ne faut pas perdre tout le temps à s'occuper du cas de Bazoum. Et je crois que je suggère que le président Bazoum signe sa démission, si ce n'est que ce formalisme qu'il signe, pour que, évidemment, on puisse passer à une autre activité. C'est votre lecture des choses? Je crois que c'est la meilleure lecture, il faut prier, parce que ça ne sert à rien d'assigner à résidence un chef d'État. En fait, il a été quand même élu démocratiquement. Et la CEDEAO a fait ce qu'il était en son devoir, en son pouvoir. Mais malgré l'intervention de la CEDEAO, malgré la médiation, la diplomatie qui a été mise aussi bien à l'échelle sous-régionale, continentale et mondiale, internationale, c'est qu'il y a eu une résistance affichée de la part des autorités militaires, qui du reste ont derrière eux d'autres soutiens plus forts, compte tenu de la géopolitique internationale. Je vais citer les BRICS et surtout la Russie en première ligne. Donc, dans ces conditions, la carte politique, je crois, dans le Sahel se joue autrement en fonction des intérêts. C'est ce qui fait que les rivalités ne permettent pas, ne facilitent pas la résolution des problèmes qui sont nés et qui étaient les problèmes sécuritaires, mais doublés d'autres questions liées à la crise de la gouvernance. Maintenant, il faut trouver la formule, comme il y a eu des dégels, plus ou moins dégel, même si on n'a pas encore vidé les dossiers, que le président Bazoum prenne de la hauteur et puis après la présidence, il y a aussi une autre vie. Donc qu'il signe sa démission pour que les autorités militaires évidemment trouvent la formule pour lever les mesures de pression. C'est une privation de liberté. Vous savez que même quand on vous convoque à la BEF ici à Cotonou, vous voyez tous les ennuis que vous avez. Quand vous passez 4 heures dans l'orge ou bien 2 heures, vous n'êtes pas libre. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui a signé à résidence, c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, mais c'est pas bien. Il faut qu'on trouve la formule qui signe sa démission pour que les autorités militaires en fait, accèdent à la doléance, notamment du Nigeria, parce que le Nigeria, le président Bola Tinubu est intervenu après
la décision de la justice sous-régionale ouest-africaine, la CEDEAO. Donc il faut évidemment, parce qu'après tout, nous sommes légalistes. Je suis même heureux que la CEDEAO, j'apprends que la CEDEAO a pris des mesures de facilité, en fait, l'assistance financière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est là un des grands chantiers sur lesquels on attendait la CEDEAO, c'est-à-dire prioriser la question de la lutte contre le terrorisme pour montrer évidemment son attachement à la restauration de la sécurité. Je crois que la CEDEAO en fait désormais une priorité et ça va faciliter désormais les négociations avec les autorités du Sahel parce qu'ils sont un bloc unitaire maintenant, c'est les États, c'est l'alliance des États du Sahel. Donc on ne peut plus négocier uniquement avec le Niger. Ce qui fragilise le G5. Mais oui, si, mais je crois que... On serait tenté de parler de G2 peut-être. Mais écoutez, parce que le G5 aussi a des limites. Bon, on va revenir un peu aux retombées de la visite de Patrice Talon en terre nigériane. Comment faire pour créer aussi cette synergie, cette convergence entre les opérateurs économiques des deux pays? Je crois que la dynamique est en cours. C'est la première étape en fait de la réussite. Le reste, il y a des travaux qui vont se poursuivre, un comité de suivi pour évaluer, mais il faut une cellule de veille et il faut un accompagnement. Parce qu'évidemment, dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme national de développement qui est en cours, dont le chef d'État a parlé, il y a des investissements qui sont prévus pour actionner ce levier-là afin que nous puissions avoir un bon partenariat et qu'on actionne le levier commerce avec le Nigeria. Donc, il faut que les outils qui sont prévus soient actionnés pour que nous puissions vraiment faciliter les échanges, puisque les opérateurs économiques ont besoin d'un accompagnement. Soit que l'État, garant de cette coopération, est suffisamment soucieux. Le ministère du Commerce a une responsabilité, le ministère de la Coopération a une responsabilité, autant que la cellule de la présidence qui veille au suivi des accords. Notamment, je veux citer le bureau d'analyse et d'investigation, qui aura un rôle important à jouer dans le cadre du suivi de ces accords que nous avions retrouvés avec le Nigeria. Parce que vous savez que le Nigeria reste demain après tout un géant. Le Bénin ne fait que, je crois, 13 millions d'habitants. Mais là-bas, on a 250 millions d'habitants. Donc, faisons en sorte que nous puissions, à défaut d'avoir les 250 millions, au moins 600 millions de Nigériens peuvent être d'accord avec les produits que nous avons. Cette levée de restrictions est une grosse opportunité pour les nôtres, les opérateurs économiques béninois, les hommes d'affaires. Que doivent-ils faire pour saisir la balle au bon et réellement en profiter? Non, mais écoutez, la liste, la gamme des produits est assez claire. Donc, nous ne sommes qu'à se mettre au fait. Mais cela suppose aussi qu'on travaille, puisqu'il y a des produits qui ont été cités. Mais il faut d'abord couvrir le marché national avant de pouvoir déverser sur le marché sous-régional. Donc, il y a un effort de production et de qualité, parce que la norme qualité, parce que si vous logez des produits qui sont frappés des études ou d'obsolescence, en fait, ils ne sont pas consommés. Donc, il faut veiller à ce qu'on ait des opérateurs assez consciencieux et qui ont le souci de se faire de l'argent. Mais pour se faire de l'argent, il faut avoir de la qualité. Maintenant, l'État, garant de ce commerce, va accompagner, c'est un État libéral, donc l'État va accompagner en appuyant du mieux qu'il peut l'assistance technique qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, les facilités avec les banques pour que le commerce se fasse. Le Bénin en tirait, mais parce que ce que nous gagnons, nous, ce sont les taxes, parce que l'État va gagner à travers les taxes. Plus il y a de taxes, plus l'assiette s'élargit. Et quand l'assiette s'élargit, plus l'État a des possibilités de faire des dépenses, de faire des réalisations. Donc, nous allons boucler ce sujet. Avez-vous quelque chose de particulier à ajouter pour conclure? Non, je voudrais saluer l'initiative du chef de l'État. C'est un leadership d'ailleurs qui a été salué par le président Tinubu. Je crois que les deux sont un tandem et ont des points de vue convergents. Ce renouveau, ce dynamisme de la coopération retrouvée doit être porté par tous les acteurs béninois et même les opérateurs économiques, de sorte à ce qu'on puisse pérenniser les bonnes relations qui désormais sont établies entre le Bénin et le Nigeria. Nous allons nous intéresser maintenant à ce qui se passe hors de nos frontières. Ça va être dans la rubrique Interactif. Francis Elo-Jatade, mon seul invité de ce dimanche soir. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 5 ans de prison ferme sous le régime de son successeur et plus fidèle compagnon par le passé. A rappelé qu'il était en prison depuis le 24 janvier dernier, après avoir passé plusieurs mois en détention en 2021. Âgé de 66 ans, il est condamné pour enrichissement illicite et blanchiment. Oui, bien écoutez, les chefs d'accusation ou d'inculpation sont établis, mais si vous suivez les avocats
de l'ancien président, ils disent que c'est sur fond de rivalité politique. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est son dauphin. Bon, alors, si 4 ans après... Alors, pourquoi justement certains observateurs politiques pensent que le dauphin a voulu se débarrasser de son ancien mentor afin d'avoir les coups de franche, la main libre pour gouverner, diriger? Je crois qu'il peinait à prendre ses marques et ayant constaté, parce que quand vous venez au pouvoir, vous constatez après un certain nombre de réalités. Ce ne sont pas les réalités que vous aviez, qu'on vous a présentées en général, que vous découvrez dans l'exercice du pouvoir. Je veux vous amener à interroger l'histoire d'Amadou Ahidjo au Cameroun avec Paul Biya. Oui. Le 6 novembre 1982, au moment où Paul Biya prenait le pouvoir, Ahidjo, en fait, c'est lui qui a démissionné le 4. Il a démissionné en violation de tous les textes, puisque l'article 2 de la Constitution du 2 juillet 1972 avait défini le mode de succession au pouvoir. Donc, on savait que les dirigeants tiennent le pouvoir du peuple par un vote. Donc, mais en violation de toutes les dispositions de cet article, il a été installé, il est fait dauphin. Et vous n'oubliez pas que Paul Biya, c'est la génération des politiciens nés pas de gré, puisque quand il est rentré en 62 de la France, il a été fait chargé de mission de Ahidjo. Et en 68, il est devenu secrétaire général de la présidence, cumulativement avec son poste de directeur de cabinet civil. Puis, par la suite, en 75, il est devenu Premier ministre. Puis, en 82, le voilà devenu président de la République. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le dauphin qu'on a fabriqué, puisque Ahidjo était un peu souffrant, mais 2 mois après, c'est-à-dire après le 6 novembre, déjà en décembre, il disait qu'il se retrouvait mieux et qu'il pouvait quelque chose. Bon, il n'a pas dit ouvertement sur les zones. Alors ça lui a coûté l'exil et puis tout le reste. Bon, donc, parfois le dauphinat... Comme quoi le monstre se rebelle toujours contre son maître? Mais parfois le dauphinat est difficile. Ce qui fait que les chefs d'État qui sont en exercice ont du mal à choisir leur successeur. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas, même s'ils font des consultations oraculaires, même pas de triangulation, ils ne pourront pas savoir ce que Dieu a réservé pour chacun. Et en général, Judas n'est pas loin, il est souvent à côté. Vous avez vu ici, à côté de vous, au Burkina Faso, vous avez vu Thomas Sankara et Paul Biya. Je ne veux pas dire, en fait... Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Voilà. Vous avez vu. Je veux revenir en fait sur le cas mauritanien. Il faut dire que c'est un tribunal, en fait, du pays, à Nouakchott, qui a tranché, qui a jugé. Et ils n'ont pas encore fait appel, ils vont faire appel de la décision, ce qui est sûr. Mais, sur le fond, c'est qu'on a constaté quand même des problèmes. Il y a eu, en fait, quand on a évalué en mars 2021, son patrimoine, ça fait 67 millions de dollars. Tous ces biens acquis ont été confisqués oui. Et la déchéance de ses droits civiques a été prononcée. Il faut dire qu'il a été jugé avec 10 autres personnalités fortes de son régime. Oui, mais écoutez, c'est un peu dommage, c'est regrettable, mais il faut que les chefs d'État aussi apprennent à répondre de leurs actes. Si, tant il est vrai qu'ils ont été fautifs à des moments donnés, dans la charge. Si un chef d'État, il ne faut pas qu'on puisse donner carte blanche à un chef d'État, même quand il a siphonné les fonds de l'État, quand il a mal géré les ressources publiques, quand il s'est enrichi illicitement, ou bien quand il est condamné pour blanchiment, parce que chef d'État, il ne peut pas être à l'abri. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand ça se passe ailleurs, il n'y a pas de souci, mais pourquoi quand cela se passe sur le continent, on pense immédiatement à une chasse aux sorcières, à un règlement de comptes? Non, c'est la conception du pouvoir en Afrique. Nous estimons que le chef ne doit pas être inquiété. On est né chef, on doit mourir chef. Et il y en a qui disent que non, c'est au pouvoir qu'il faut écouter. Et il y a eu un Baoulé qui a été président, je crois, en Côte d'Ivoire, je ne veux pas déférer sur Fouet-Boilly. Quand il a pris le pouvoir en 60, vous avez vu, c'est le 7 décembre 1993, au moment où il mourait. Enfin, il est mort un peu avant la dévaluation. Donc, c'est parce que c'était une grosse question qui est insoluble. Bon, donc, je crois, le 7 décembre 1993, à sa mort, il est mort au pouvoir. Donc, on a la conception du pouvoir, le chef ne quitte pas le pouvoir, il meurt au pouvoir en Afrique. Et le chef ne doit pas être inquiété en termes de gestion, parce qu'il incarne en fait une certaine aura, donc il ne faut pas l'inquiéter. C'est la conception du pouvoir en Afrique.
Au point que les peuples pratiquement partagent ça. Et quand on inquiète un chef, on dit mais pourquoi on va l'inquiéter? Il a été président de la République, il faut le respecter. Mais désormais, comme nous sommes en train de transformer nos sociétés et qu'il y a une législation désormais qui vient, qui organise le pouvoir politique et qui a des institutions de contre-pouvoir, les chefs d'État savent désormais qu'en gérant les affaires publiques, ils peuvent être interpellés sur la gestion des affaires publiques. Et dans ces conditions, c'est l'imprescriptibilité des crimes. Bon, on ne peut pas dire qu'on va passer ça en perte et profit. Donc il faut que les chefs d'État africains qui gèrent sachent que du jour au lendemain, il est possible qu'ils soient écoutés aux États-Unis. Donald Trump. Vous avez vu en France Nicolas Sarkozy. Donc c'est devenu, ce n'est plus un mythe. Dorénavant. Il faudrait qu'on apprenne à domestiquer cette façon de voir les choses, de procéder aussi. Je crois que les chefs d'État africains doivent inscrire ça dans leur agenda. Qu'en gérant, il y a l'autre face de la médaille qui peut venir. S'ils gèrent mal, ils doivent répondre devant les juridictions de leur pays. Que ce soit haute cour de justice, que ce soit criette, que ce soit une juridiction du droit public, de toute façon... La haute cour de justice qui est supprimée dans certains pays. Oui, parce que parfois ça paraît comme un gadget dans le dispositif institutionnel. Alors, Francis Selon-Yattard, l'autre versant de la question, c'est qu'il est rare de voir un ancien chef d'État jugé, condamné. Sur le continent, on est souvent habitué à les voir condamnés pour des crimes de sang. Oui, mais condamné pour enrichissement illicite. Oui, mais c'est pas fréquent. C'est pas régulier, c'est rare. Mais ça vient. Non pas que ça n'existe pas, ça a toujours existé, mais ils ont trouvé les mécanismes de médiation pour éviter qu'on en arrive à interpeller un chef d'État. En général, les chefs d'État ont des intérêts communs. Vous savez qu'ils ont aussi des cercles dans lesquels ils se regroupent. C'est le forum des anciens chefs d'État d'Afrique, donc ils se concèdent. Et quand on trouve qu'un chef d'État doit être inquiété, on met la médiation, les mécanismes sont mis en place de sorte qu'on puisse éviter que cela ne vienne entacher l'honorabilité, la notoriété, l'aura du chef d'État, puisqu'il a sacrifié de sa vie, il a dû se résoudre à servir la nation. Il ne faut pas qu'au soir de sa vie, qu'il soit amené à être dans les liens de la justice. Je crois que c'est vu par les chefs d'État qui opèrent comme des syndicats. Mais il arrive dans certains pays que la médiation ne porte pas. Et quand ça ne porte pas, c'est le chef d'État qui répond, en fait, qui est dans l'exercice de la charge, qui décide. Il ne décide pas seul. Il décide en fonction de la pression que lui, il a aussi. Écoutez, les partenaires techniques et financiers qui mettent leurs fonds à disposition sont regardants. Donc, si les institutions financières internationales qui sont catalysatrices des fonds des PTF doivent continuer à vous accompagner, il a dit, mais à tel niveau, il y avait des projets. Mais où sont les ressources? Mais sinon, ils vont annuler telle ou telle ressource. Donc, vous êtes tenu, évidemment, d'engager des procès pour montrer que vous avez un dispositif institutionnel de lutte contre la corruption et que votre pays peut continuer à avoir la confiance des institutions internationales. Donc, ce n'est pas de qualité de cœur qu'un chef d'État, en fait, fut-il dauphin, se sent obligé de contraindre son prédécesseur à répondre devant la justice de ces faits. Et comme vous l'évoquiez, le cas mauritanien est un cas d'école pour les risques liés au dauphinat politique. Oui, mais le dauphinat a toujours été un risque. Ça a toujours été un risque. Mais il ne faut pas que les chefs d'État aient peur d'avoir des dauphins. En fait, vous savez que la politique en Afrique n'est peut-être pas dans le même format que les pays occidentaux. Vous savez qu'en Europe, c'est un parcours initiatique. On ne devient pas politicien, en fait, accidentellement, ce que vous appelez les générations spontanées. Non, on voit le parcours, il y a quand même... Il y a des... Depuis l'université, les écoles de formation politique du parti auquel on appartient. Mais il y a les ACAD, il y a le Sérail, on vous voit venir. Donc, vous passez... Il y a des formations pour aussi. Absolument, oui. Vous devez avoir un degré de militantisme requis, en fait. Il y a un package, un background qu'il faut avoir, et on sait. Et ce n'est pas comme chez nous, ici en Afrique, où en fait une génération spontanée peut devenir grand politique et s'improviser ainsi. Non, il y a un parcours. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Mais nous y arriverons à travers les réformes courageuses que nous engageons parfois qui suscitent, qui provoquent des remous. Il faut que les populations, les peuples acceptent de gagner en maturité. Parce que la démocratie, qu'elle soit perçue comme une démocratie occidentale ou bien qu'elle soit perçue comme une démocratie africanisée ou tropicalisée, c'est quand même un mode de gouvernance qui permet au peuple d'exprimer en fait son choix libre
Maintenant, il ne faut pas que les dés soient pipés pour que le choix ne soit pas forcément celui du peuple. Il ne faut pas contraindre le peuple à avoir un dirigeant pour lequel il n'a pas voté réellement. Et c'est ce qui fait qu'en Afrique, il y a souvent des crises, parce qu'on donne l'impression que les élections se passent bien. Or, il se trouve par moment dans certains pays, pas au Bénin, que parfois on arrive à l'inversion des chiffres, au bourrage d'une, au tripatouillage des unes. Et puis, vous connaissez bien, je crois que vous êtes littéraire et vous savez que le lexique en cette matière est suffisamment fourni. Francis Eloyatade, alors dites-nous, n'y a-t-il pas des risques de fragilisation du pouvoir de Mohamed El Ghazouani suite à cette condamnation? Non, je crois qu'il est soutenu par le peuple. J'ai suivi un peu les commentaires. Et puis c'est vrai que les avocats de l'autre côté de la défense qui accompagnent l'ancien président trouvent que c'est des rivalités politiques. Bon, c'est le regard. En fait, c'est une question, il y a plusieurs regards. Le regard de l'autre. Même dans votre famille, si vous posez un acte, il y a des regards multiples. Bon, on ne peut pas refuser ça. C'est en cela qu'on dit qu'il faut être tolérant, parce que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie. Donc il faut accepter les regards multiples. Mais sur le fond, en évaluant, on voit... Les gens évaluent les richesses, le patrimoine. Mais il a eu comment? On sait à ce qu'un chef d'État peut avoir, et puis ils ont des garde-fous aussi. Mais il semble qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Gabon, où vous aviez vu que c'est une minorité. Jusque-là encore, le président actuel, qui est en élu général, n'a pas encore inquiété les collaborateurs du président Bongo. Mais c'est juste... un cercle restreint. Certains ont été sérieusement éprouvés. Non, il n'y a que le DAC, le DAC du président, de Ali, en fait le directeur du cabinet, M. Ossedi. Oui. Il y a le directeur du cabinet de son fils Noureni. Et puis il y a Sylvie Bongo et la première dame, parce que c'est les flagrants délits. Ceux chez qui on a vu de l'argent frais, cash, des mallettes d'argent, des valises d'argent. Alors, on a vu chez quelqu'un 4 milliards et quelques. Et je crois que le chef de l'État a dit, pour les cas de flagrant délit, ça, il n'y a pas de négociation. Le reste, on va poursuivre les enquêtes pour pouvoir établir les niveaux de responsabilité. Donc, je crois que ce n'est pas une chasse associée. Et si vous suivez bien Madame, je crois, Laurence Ndong, qui est ministre chargée du numérique, de la communication, et je crois porte-parole du gouvernement, je l'ai suivi sur une chaîne, elle a été assez expressive, et puis j'ai compris. Il faut que les gens communiquent pour qu'on sache ce qui se passe. Sinon, on donne l'impression que c'est la chasse aux sorciers. Ce qui se passe, je crois, en Mauritanie, c'est pour donner leçon aux acteurs politiques. Et on ne doit pas encourager la corruption, la malgouvernance, puisque le détournement du denier public, on ne doit pas l'encourager, parce que c'est les populations qui en pâtissent. Et dans chaque pays, on doit avoir un dispositif institutionnel pour assurer la meilleure gestion des ressources que les partenaires mettent à disposition. Les ressources mobilisées aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Il faut qu'on assure ça et qu'on fasse la lutte contre la corruption de façon efficiente, qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures, pour qu'on puisse crédibiliser les États. Parce que les gens de l'extérieur, en fait, les petits qui nous observent et qui nous évaluent, estiment que nous n'avions pas le niveau, que nous sommes des jouisseurs, corrompus jusqu'à la moelle des os. Donc le regard qu'on a sur l'Africain, l'homme politique africain, il faut qu'on corrige ce regard. Et ce regard ne peut être corrigé qu'à travers des volontés fortes. Et c'est en cela que je salue plus ou moins le chef de l'État, Benoît, qui courageusement engage des réformes qui lui coûtent parfois des critiques. Il faudrait qu'on participe nous-mêmes à cette correction du narratif autour de tout ce qui nous concerne. Oui, parce qu'il faut contrer la communication pernicieuse sur les bons gouvernants. Parce que parfois, il y en a qui font de très bons choix, mais ces choix sont parfois mal compris. Et quand ces choix sont incompris, il y a des critiques orageuses sur les choix que font les dirigeants. Donc il faut qu'il y ait une communication en fait, qui accompagne, qui éclaircisse et qui permette en fait, aux populations de comprendre le bien fondé des actes que posent les gouvernants. Les gouvernants ont intérêt aussi à éduquer par l'éducation, par l'expérience, mais aussi par le modèle qu'ils incarnent. Donc il faut que les gouvernants aussi... La pédagogie par exemple? Je crois que c'est ça. Vous êtes... alors dites-nous, quelle va être la suite des événements en Mauritanie? Non, il y aura un appel, ce qui est normal. La procédure va suivre son cours. Bon, peut-être qu'après l'appel, ils iront en cassation. Je n'en sais rien, mais je crois que juridiquement, les chefs d'inculpation ne sont pas encore figés. Il y a une condamnation, mais la procédure va suivre son cours, puisque ces avocats ont dit qu'ils vont faire appel. On attend qu'ils fassent appel et que la suite, on suive le verdict final.
Wait and see. Wait and see. Finissons maintenant avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Cher Francis Elo-Jatade, comment planifier ces dépenses pour mieux faire face aux impératifs de fin d'année? C'est la question qui agite actuellement la toile. Vous avez suivi un peu les commentaires des internautes? Oui, mais écoutez, vous savez que c'est des périodes qui riment avec des dépenses. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse planifier les dépenses pour faire des économies, surtout. Vous savez que... Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Non, chacun en fonction de son budget. Et en fait, il faut voir, parce que les cadeaux, ce que vous appelez cadeaux, ça dépend, vous donnez ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, ça peut être une bougie, ça peut être un costume, ça peut être un portable. Encore que là encore, je crois que le porte-parole de la police a dit qu'il ne faut pas l'acheter à deuxième main, parce que là, on risque d'être poursuivi pour recel. Parce qu'il faut acheter là où il y a des factures normalisées. Bon, je veux en fait dire que cette période est une période extrêmement sensible. Il faut planifier son budget, il faut avoir un budget, parce qu'en général, les deux pauses, c'est les plats festifs, les repas festifs, mais aussi les cadeaux. En général, bon, il y a les cadeaux aux enfants, les cadeaux à la belle famille, oui, aux parents, les cadeaux à certaines connaissances. Mais oui, aux amis. Et surtout à ceux qui n'ont pas les ressources pour fêter, on les assiste aussi. Donc, il faut planifier ça en fonction de vos disponibilités. Parce que vous savez qu'après ça, il ne faut pas fêter pour que les enfants ne puissent pas payer la deuxième tranche des frais de scolarité, qui se retrouvent à la maison, alors que l'État travaille à ce que les enfants soient maintenus en classe pour pouvoir mieux assimiler les trucs. Donc, la fête, c'est un moment de joie, de gaieté, mais elle peut se vivre en fonction de sa poche. Il faut que ce soit un budget sur lequel vous êtes entendu avec votre épouse ou bien, c'est pas avec qui vous vivez, avec votre conjoint. Peut-on s'endetter pour fêter? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que passer la joie, passer l'enthousiasme, les soucis vont vous rattraper. À quoi aurait servi la fête si les soucis vont vous rattraper au lendemain? Donc je crois qu'il faut dépasser ça. La grâce, c'est d'abord la santé. Quand Dieu vous donne la santé et que vous réveillez bien, vous avez votre famille, alors vous voyez, en fonction de votre budget, ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, pour votre famille, en fait, mononucléaire, père, mère et puis enfant. Maintenant, on peut l'élargir dans la mesure du possible. Il y a, depuis un moment, un phénomène qui se développe. Des gens s'associent et puis ils apportent des contributions et puis ils font la fête ensemble. J'ai vu ça, je crois, pas 2 ou 3 fois déjà. C'est pas exclu que l'autre amène les boissons et puis l'autre amène la volaille et on prend un cabri, on tue, et on se partage la viande. Ça se fait aussi. Donc, ça permet de limiter les dépenses et de faire des économies. C'est comment faire les économies sur les 2 grands postes, c'est-à-dire les repas festifs, les cadeaux, puis accessoirement les habits, parce qu'on habille aussi les enfants. Les grandes personnes de plus en plus ne s'intéressent plus à l'habillement du 1er janvier ni de Noël. Mais les enfants ont besoin, pour leur âge, qu'on leur donne de petits cadeaux, qu'on les habille, qu'ils soient vêtus et qu'on leur crée une ambiance de fête, parce qu'il y a la décoration, vous savez, dans les guirlandes décoratives, mais aussi un peu de musique. La fête, c'est quoi? C'est le repas et la musique chez les enfants. L'habillement, le repas, la musique. Quand ils s'habillent et quand ils mangent et qu'ils écoutent la musique, ils dansent. Et puis là, c'est un défoulement intellectuel, défoulement physique. Ça donne encore en fait, le plaisir de vivre. Et ces instants-là, on les immortalise, peut-être avec des photos. Donc, il ne faut pas faire des dépenses folles. Alors, quid des présents à offrir aux beaux-parents qui stressent certains? Ah, mais c'est en fonction de vos budgets que vous pouvez offrir les présents aux parents, en fonction de vos budgets. Il ne faut pas dépasser vos capacités. C'est vrai qu'il y a des structures qui offrent des prêts pour la fête, mais attention. Je ne veux pas faire de la campagne, mais il faut faire attention. Parce que la fête va passer, c'est un instant d'enthousiasme, un instant de joie, de gaieté, mais après ça, il ne faut pas que vous renouez avec les soucis. Parce qu'il faut désormais, après la fête, inscrire la joie, la gaieté dans la durée et avoir l'énergie pour faire autre chose. La fête, c'est tous les jours. On ne doit pas avoir des jours de fête spécifiques. Chaque jour que vous avez la possibilité, les moyens de vous réjouir, il y a même des événements heureux qui viennent, qui nécessitent que vous puissiez mieux vous détendre. Bon, et offrir un bien-être à votre environnement, à votre environnement humain, à votre entourage. Vous pouvez le faire. Bon, alors vous pouvez ne pas fêter janvier et différer ça en fonction des difficultés que vous avez. Si vous avez à faire des investissements importants, à mois de décembre, qui vous empêchent de célébrer une fête,
bon, vous allez vous en tenir au strict minimum. Peut-être qu'avant fin janvier, vous allez organiser une fête à la taille de ce que vous auriez aimé à vos enfants et à vos... En général, même les grandes personnes, ce n'est pas le 1er janvier qu'ils fêtent. Ils fêtent vers la fin du mois de janvier. Et je crois qu'il faut qu'on puisse tenir compte de nos capacités et planifier surtout les dépenses et faire surtout les économies pour qu'au lendemain des fêtes, nous ne renouons pas avec les soucis. Merci à vous, Francis Elojatade. Je le rappelle, vous êtes analyste politique. Avec vous, nous avons fait le décryptage de l'actualité nationale, internationale et de l'actualité sur la toile. Augustin Soudinou, analyste politique aussi, devrait participer aux échanges avec nous, mais il a été empêché à la dernière minute. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.